1875 à 1878 se déroule une crise majeure de l'Empire ottoman. Depuis le début du XIXe siècle, l'Empire ottoman est en proie à de nombreux troubles aussi bien intérieurs qu'extérieurs. La montée en puissance des nationalismes morcelle l'Empire, dont l'intégrité territoriale est sans cesse remise en cause par les différentes minorités qui le composent. La crise débute en 1874 en Herzégovine, province européenne de l'Empire ottoman. Des villageois se révoltent contre des collecteurs d'impôts, ayant eu cette année-là une récolte particulièrement maigre. Très vite, les révoltes s'étendent à toute la province, entraînant des massacres de musulmans et des contre-massacres de chrétiens. Au milieu de l'été 1875, l'Herzégovine, ainsi que la Bosnie et le Monténégro, sont prêts à entrer en guerre contre Constantinople. En vue de libérer les peuples slaves, la Russie déclare la guerre à la Turquie le 19 avril 1877. Son objectif est d'atteindre Constantinople, aujourd'hui Istanbul, et les détroits du Bosphore, puis de s'emparer de l'Anatolie orientale. La guerre tourne rapidement en faveur de la Russie, et la Serbie et le Monténégro profitent de la situation favorable pour entrer à leur tour en guerre contre la Turquie. Sous la pression de la flotte britannique présente dans les détroits, le 3 mars 1878, le traité de San Stefano est signé. Épuisé, l'Empire ottoman n'a d'autre choix que d'accepter les conditions du tsar. Celui-ci réclame notamment l'indépendance de la Roumanie, du Monténégro et de la Serbie, ainsi que la création d'une principauté bulgare autonome et des réformes en Bosnie et en Herzégovine. Cependant, les autres grandes puissances européennes ne peuvent accepter cette emprise de la Russie sur les Balkans et un tel affaiblissement de l'Empire ottoman. La flotte britannique s'installe près de Istanbul afin de soutenir la Turquie. L'Autriche, quant à elle, est encore plus menaçante, refusant catégoriquement de telles conditions. Cela conduira en juillet 1878 au Congrès de Berlin. Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 est l'acte final du Congrès de Berlin. Il est présidé par le chancelier Bismarck. Par ce traité, le Royaume-Uni, l'Autriche-Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Empire russe et la Turquie redéfinissent les zones d'influence du pouvoir ottoman. Parmi celles-ci, l'Autriche-Hongrie obtient le droit d'occuper la Bosnie-Herzégovine, qui demeure cependant ottomane. Elle peut y entretenir des garnisons dans une zone entre la Serbie et le Monténégro, bloquant ainsi l'accès à la Méditerranée pour la Serbie. Ce que souhaitent les puissances européennes, c'est empêcher la Russie et la Serbie de mettre en œuvre leurs projets panslavistes. Bismarck, qui craint une France animée d'un désir de revanche dû à la perte de l'Alsace-Lorraine, lance en 1879 un rapprochement entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qu'on nommera la Duplice. Par ce traité, les parties s'obligent à une assistance mutuelle en cas d'agression venant de la Russie et se garantissent une neutralité réciproque en cas d'agression venant d'un autre pays européen tel la France. Cet accord ne sera rendu public par Bismarck que le 3 février 1888. Les Allemands voulant étendre leur zone d'influence deviennent actifs en Turquie. Ils sont encouragés par le gouvernement de Constantinople qui souhaite alléger ses relations avec une Angleterre qui accroît sa pression sur l'Égypte, province de l'Empire ottoman. Banques, entreprises de travaux publics et compagnies de chemin de fer allemands vont s'installer en Turquie. Mis en place en 1881, le traité des trois empereurs allie l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Les trois pays s'assurent une bienveillante neutralité en cas de guerre avec un autre pays. Cependant, cela n'adoucit pas la rivalité entre la Russie et l'Autriche. Pour Bismarck, l'entente des trois empereurs est un moyen d'éviter la guerre sur deux fronts, côté russe et côté français. En 1884,
le traité est renouvelé pour les 3 années suivantes, mais par la suite, la Russie va s'en retirer. En 1881, les Français prennent pied en Tunisie et étendent leur empire colonial. Cet événement incite alors l'Italie à demander son intégration dans l'association germano-autrichienne, et ce malgré les différends qui l'opposent à l'Autriche-Hongrie. La Triplice, ou Triple Alliance, est conclue le 20 mai 1882. Le royaume de Roumanie y est secrètement associé par un traité signé en octobre 1883. Cette alliance sera renouvelée plusieurs fois jusqu'en 1914. Le traité de contre-assurance signé le 18 juin 1887 entre l'Allemagne et la Russie a été une tentative de Bismarck pour continuer à s'allier avec la Russie à la suite de l'ancienne entente des 3 empereurs, mise à mal par la rivalité entre l'Autriche-Hongrie et la Russie. En parallèle, il maintenait la triplice Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. Bismarck considérait comme essentiel de continuer à isoler diplomatiquement la France pour assurer la sécurité allemande. Le traité, resté partiellement secret, comporte 6 articles et un protocole additionnel qui ont pour conséquence que la Russie promet de rester neutre dans le cas d'une attaque française contre l'Allemagne et l'Allemagne promet de rester neutre dans le cas d'une attaque autrichienne contre la Russie. L'Allemagne se déclare elle-même neutre dans le cas d'une intervention russe dans le Bosphore et les Dardanelles. Conclu le 12 février 1887 sous la médiation de Bismarck, l'entente méditerranéenne est un accord entre la Grande-Bretagne et l'Italie. Le 24 mars, l'Autriche-Hongrie, puis le 4 mai, l'Espagne ont rejoint cet accord. Les partenaires ont convenu de reconnaître le statu quo en Méditerranée. En pratique, l'accord visait à limiter l'expansion de la Russie dans les Balkans, dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles. L'existence de l'Empire ottoman était ainsi assurée. En outre, l'Italie se renforçait contre la France. Cet accord permit à Bismarck de rapprocher la Grande-Bretagne de la Triple Alliance sans que le Reich allemand lui-même ne devienne membre de l'entente méditerranéenne. Cependant, l'accord a rapidement perdu de son importance et sera dissous à mesure que la Grande-Bretagne et la Russie convergeaient et qu'ultérieurement Guillaume II ait froissé les Britanniques à travers le télégramme Kruger en janvier 1896. Bien que Bismarck n'ait pas violé de facto le traité de contre-assurance avec la Russie en négociant l'accord méditerranéen, il était cependant contraire à l'esprit de celui-ci. Le 15 juin 1888, Guillaume II monte sur le trône de l'Empire allemand. Par sa mère, il est le petit-fils de la reine Victoria, cousin du tsar Nicolas II et du roi d'Angleterre George V. Son règne sera marqué par un changement total de la politique traditionnelle prussienne, par un militarisme et un autoritarisme exacerbés. Désirant donner à l'Allemagne une envergure internationale, il troqua la réelle politique de Bismarck, cantonnée à l'Europe, contre une politique mondiale expansionniste et colonialiste empiétant sur les empires existants. Il s'employa à développer une marine de guerre capable de rivaliser avec la marine britannique. Son règne tenant de plus en plus du régime personnel, il est en accord avec une opinion publique demandant une politique étrangère plus active et cautionne la montée en puissance des groupes nationalistes comme la Ligue pan-germaniste. Il cherchera toujours à dissimuler un handicap de naissance, une atrophie du bras gauche, ce qui expliquera en partie ses nombreuses fanfaronnades et un ton agressif qui causera bien des difficultés à la diplomatie impériale. La demande d'une politique extérieure plus ambitieuse rend impopulaire un Bismarck soucieux de préserver ses acquis. La personnalité de Guillaume II est très différente de celle de Bismarck et source de conflits entre ces deux hommes.
Bismarck considère que le nouveau souverain est immature et peu préparé à assumer ses responsabilités. Il est, selon lui, soupe au lait, ne peut se taire, il est à l'écoute des flatteurs et pourrait mener l'Allemagne à la guerre sans le vouloir, ni même s'en rendre compte. Pour Guillaume II, Bismarck est un homme du passé. Il exprime clairement sa volonté de prendre personnellement la politique à son propre compte. « Je laisse au vieux 6 mois pour reprendre haleine, ensuite je gouvernerai moi-même, dit-il. » Les jours de Bismarck à la chancellerie sont donc comptés, bien qu'il ne s'en rende pas compte. Il aurait voulu, a-t-on dit, que son fils lui succède. Vrai ou faux, le bruit arrive aux oreilles de l'empereur qui confie à un proche. Il s'agit à présent de la question suivante. Dynastie Hohenzollern ou dynastie Bismarck? Le 18 mars 1890, Bismarck est limogé. Guillaume II lui reproche l'échec de l'endiguement des progrès de l'extrême gauche. Bismarck pense que la puissance allemande réside dans les provinces rurales et aristocratiques de l'Est. Or, depuis 1871, l'essor industriel a profondément modifié les structures économiques et sociales du Reich et ne correspond plus à l'idée que Bismarck se fait de son pays. Les milieux d'affaires commencent à lâcher Bismarck, qui est hostile à l'expansion outre-mer et préfère Guillaume II, sensible aux intérêts de la bourgeoisie. Pour Guillaume II, le traité de contre-assurance avec la Russie est malhonnête vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie. Il n'y donnera pas de suite. Il se méfie d'ailleurs de la Russie et adopte une politique anti-russe. La Russie se trouve ainsi isolée face à l'Angleterre en Asie centrale et à l'Autriche dans les Balkans. Elle se tourne alors vers la France qui, après avoir recouvré une stabilité politique, ne constitue plus une menace pour les monarchies européennes. En 1891 est fondé par Cecil Rhodes un groupe d'influence anglo-saxon. Cecil Rhodes est un homme d'affaires britannique, magnat des mines, fondateur de De Beers, le diamantaire sud-africain. Il est aussi un homme politique et un philanthrope. Il deviendra Premier ministre de la colonie du Cap en Afrique du Sud de 1890 à 1896 et donnera son nom à l'ancienne Rhodésie. Fervent partisan de l'impérialisme britannique, archétype du colonialiste anglais, il rassemble en 1891 une élite politico-financière animée comme lui du souhait de préserver la domination anglaise sur le monde. La famille Rothschild, très influente au XIXe siècle par ses participations au financement du royaume et des grandes entreprises, en est un membre éminent. La famille Rothschild est aussi en relation étroite avec Édouard, l'héritier de la couronne d'Angleterre. Alfred Milner, membre de la Chambre des Lords, ayant d'importantes connexions à l'université d'Oxford et dans les médias britanniques, administrateur de l'Afrique du Sud succédant à Cecil Rhodes, prendra ensuite la tête de ce groupe d'influence qui n'aura de cesse d'orienter en faveur de la couronne britannique la politique mondiale pendant de nombreuses années. Contrarié par l'existence de la République des bourgs, convoitant le Transvaal riche en or, Cecil Rhodes est à l'origine des deux guerres qui, en 1881, puis de 1899 à 1902, vont permettre l'intégration de ces républiques dans l'Empire britannique. En 1892, la politique française vis-à-vis de l'Allemagne doit tenir compte des priorités imposées par sa rivalité coloniale avec la Grande-Bretagne. Sous l'influence de Gabriel Hanotaux, qui sera plus tard ministre des Affaires étrangères, la France s'attache à créer un bloc continental européen capable de rivaliser avec l'Angleterre en établissant une alliance solide avec la France, l'Allemagne et la Russie.
Il combat sans relâche la volonté de revanche contre l'Allemagne, mais indique cependant que toute réconciliation durable nécessite que l'Allemagne renonce à l'Alsace-Lorraine. L'affaire Dreyfus rendra ces efforts illusoires. Hanotaux plaide également pour une politique de développement en Afrique, se faisant notamment l'avocat du chemin de fer transafricain qui aura une influence sur l'incident de Fashoda entre la France et l'Angleterre. Guillaume II, s'éloignant de la Russie et cherchant à tisser des liens encore plus étroits avec l'Autriche-Hongrie, poussa le tsar Alexandre III à envisager un accord avec la France, alors présidée par Sadi Carnot. Ratifié en 1893 par le tsar et par le Parlement français en 1894, l'Alliance franco-russe est un accord de coopération militaire qui restera en vigueur jusqu'en 1917. Cet accord, qui permettait à la France de sortir de son isolement diplomatique voulu par Bismarck, stipulait que les deux pays devaient se soutenir mutuellement s'ils étaient attaqués par un des partenaires de la Triple Alliance, à savoir l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie ou le Royaume d'Italie. Cette convention était purement défensive et empêchait la France de prendre l'initiative d'une guerre de revanche contre l'Allemagne. Au sens large, il s'agissait d'une coopération militaire, économique et financière entre les deux puissances. La France, grâce aux emprunts russes, dont le remboursement sera refusé par les bolcheviks en 1917, financera les besoins en infrastructures de la Russie. L'accord austro-allemand de 1879 prévoit que les signataires s'assisteront mutuellement au cas où l'un d'entre eux serait attaqué par la Russie ou l'un de ses alliés. Quant à lui, l'accord franco-russe stipule une mobilisation simultanée des deux alliés si la France est attaquée par l'Allemagne ou si la Russie est attaquée par l'Allemagne seule ou par l'Autriche-Hongrie avec le soutien allemand. Cet accord revient à placer un détonateur entre les mains de la Russie en cas de conflit dans les Balkans avec l'Autriche-Hongrie. L'accord franco-russe va déstabiliser le système mis en place par Bismarck, attiser les craintes de l'Allemagne et renforcer l'influence des militaires. En 1894, le riche homme d'affaires Cecil Rhodes, Premier ministre de la colonie anglaise du Cap et fervent défenseur de la création d'une Afrique anglaise du Caire au Cap, obtient l'aval du gouvernement anglais pour contrôler le Transvaal. Le Transvaal est une république boer indépendante très riche en or, dirigée par Paul Kruger. Fin 1895, Rhodes organise un raid privé fort de 500 hommes afin de renverser la République boer. Le raid échoue lamentablement le 2 janvier 1896.
Profitant de l'occasion, l'empereur Guillaume II adresse dès le 3 janvier 1896 à Paul Kruger un télégramme de félicitations pour avoir repoussé l'incursion britannique sur son territoire. Je vous exprime mes sincères félicitations pour avoir réussi, sans avoir demandé l'aide des puissances amicales, vous et votre peuple, à repousser avec vos propres forces les bandes armées qui avaient envahi votre pays et avoir maintenu son indépendance contre l'agression étrangère. Ce télégramme suscite une vague de protestations au Royaume-Uni et affecte sérieusement les relations entre les deux puissances. La référence à l'aide de puissances amicales est interprétée comme une intervention allemande potentielle. La reine Victoria elle-même, par ailleurs grand-mère du Kaiser, répond à son petit-fils et manifeste son indignation. Peu de temps après, Londres se retire de l'entente méditerranéenne signée en 1887, garantissant notamment les intérêts des cosignataires entre la Russie et la France. Depuis le départ de Bismarck, Guillaume II a le champ libre pour appliquer ses idées en matière de colonisation. Il veut faire de l'Allemagne un empire mondial, comme le Royaume-Uni et la France. Pour ce faire, il dispose des relais d'opinion que constituent les associations pan-germanistes, la Ligue de la flotte allemande et les associations coloniales, ainsi que du courant philosophique lié au darwinisme social, qui postule que la lutte pour la vie entre les hommes est l'état naturel des relations sociales. Si un État ne s'efforçait pas de s'étendre, il s'affaiblirait ou s'autodétruirait. Le Reich de Guillaume II veut d'abord mener une politique active en direction des pays d'outre-mer, se détournant ainsi de la politique d'hégémonie allemande en Europe imposée par Bismarck. Avec cette politique de nature mondiale, les priorités s'inversent. La Wilhelmstrasse, siège du ministère des Affaires étrangères allemand, néglige quelque peu le système d'alliance en Europe au profit de coûteuses aventures exotiques au succès incertain. C'est vers la Chine, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Turquie, puis vers le Centrafrique que s'orientent les intérêts allemands, se plaçant ainsi en concurrence frontale avec les autres pays colonisateurs. À la fin du XIXe siècle, le Royaume-Uni disposait de la plus grande flotte au monde. En Allemagne, à la même période, le Kaiser Guillaume II se montrait favorable à l'expansion de la marine de guerre allemande, en accord avec la volonté de faire de son pays une grande puissance coloniale. Son secrétaire d'État à la marine, le grand admiral Alfred von Tirpitz, partageait ses vues et se fit le promoteur de 4 lois navales entre 1898 et 1912, visant à augmenter considérablement la flotte de haute mer allemande. L'objectif était de construire une flotte qui aurait une taille correspondant aux 2/3 de celle de la marine britannique. Cette politique s'explique aussi par le fait qu'en mars 1897, le ministère britannique des Affaires étrangères, à la suite de l'invasion britannique du Transvaal, avait menacé de placer les côtes allemandes sous blocus et d'asphyxier l'économie du Reich si celui-ci choisissait d'intervenir dans le conflit sud-africain. En réaction au défi allemand, la Marine royale britannique lancera son propre programme d'expansion de sa flotte. Cette compétition dans les investissements militaires va se centrer sur un genre nouveau de cuirassé du type HMS Dreadnought, qui sera lancé par l'Angleterre en 1906 et dont les caractéristiques techniques en faisaient une révolution pour l'époque. Le 28 juin 1898, en France, Théophile Delcassé devient ministre des Affaires étrangères. Il sera reconduit dans ses fonctions dans 6 gouvernements successifs. 7 années durant, l'inamovible ministre conduit la politique étrangère de la France. Au cours de cette période, servi par des ambassadeurs de talent tels Camille Barrère à Rome ou Paul Cambon à Londres,
Delcassé œuvre de manière décisive pour l'avenir de l'Europe et n'aura de cesse de rompre l'isolement de la France au détriment de l'Allemagne. Les diplomates français s'inquiètent des événements qui se déroulent à Fashoda dans le Soudan oriental. Le 10 juillet 1898, en effet, le commandant Marchand, à la tête de la mission Congo-Nil, prend possession des lieux au nom de la France. Le 19 septembre, les choses se compliquent avec l'arrivée du Britannique Lord Kitchener et ses 3200 hommes de troupes. Celui-ci ne compte pas laisser des Européens quelconques interdire à l'Empire britannique de contrôler le cours du Nil, de son delta jusqu'à ses sources. Après quelques négociations, les Britanniques établissent un blocus autour de la place de Fashoda et la crise locale devient très vite internationale. Les relations entre la France et le Royaume-Uni se tendent à un point qui fait craindre, l'espace d'un instant, qu'une guerre soit possible. Après l'ultimatum anglais, Delcassé souhaite éviter l'affrontement. Il donne l'ordre à l'officier français de se retirer le 4 novembre suivant. En France, cette reculade choque l'opinion, gagnée au nationalisme. Pourtant, l'habile négociateur transforme ce départ sans gloire en succès diplomatique. La crise de Fashoda permet en effet de réconcilier les deux puissances coloniales, puisqu'un accord est conclu dès le 21 mars 1899, qui fait disparaître les points de friction sur le continent africain. Celui-ci offre la totalité du bassin du Nil à l'Angleterre, qui renonce en échange à ses ambitions marocaines. Sont alors jetées les prémices d'une entente cordiale entre les deux nations concrétisée en avril 1904. Théophile Delcassé bénéficie de l'accord tacite du Parlement dans la réalisation de ses ambitions internationales. Son projet diplomatique, qui vise à rompre l'isolement de la France, doit bouleverser l'équilibre européen au détriment de l'Allemagne. Il lui faut pour cela casser le système d'alliance élaboré par Bismarck dans les décennies précédentes.